elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Salkutsa Filan. Toi, t'as une maison, t'as 2 filles, t'as une maison, t'as des voitures, t'as tout, t'as un travail. Pourquoi moi je veux pas avoir ça pour mes enfants ? Je veux plus avoir une caravane. J'ai vu une vie comme tout le monde. J'ai la liberté. Et bien des années après, une fois libérée, c'était très difficile de revenir dans le monde, dans le beau monde, où le ver pousse, où personne ne nous menace et désire nous assassiner. La peur est toujours en nous. Je ne réussirai jamais à oublier cela, jamais, tant que je vivrai. Je penserai à ce qu'ils ont fait de nous, ce Hitler et ces gens. Ce que je désire du monde est que les gens fassent attention et qu'ils gardent les yeux ouverts sur le monde qu'ils traversent et qu'ils veillent à ce que cela ne se reproduise jamais. Chacun doit penser en soi, j'ai la liberté de tuer quelqu'un d'autre et de lui prendre sa vie. Ce poème est extrait du livre Nous vivons cachés de l'artiste et écrivaine rome-autrichienne Chaya Stoïka. Avec Salkutsa Filan, on a parlé de solidarité, de deuil et de la CGT. Salkutsa Filan, vous travaillez pour la municipalité d'Acher, dans les Yvelines. Vous vivez là-bas depuis 15 ans. Vous êtes mère, vous êtes grand-mère, et vous êtes surtout l'héroïne d'un documentaire intitulé 8 avenue Lénine, qui a été réalisé par 2 femmes, Valérie Mito et Anna Pitoun. Elles vous ont suivi, vous et vos 2 enfants, Gabi et Denisa, pendant plus de 15 ans. Ce film a été produit grâce à un financement participatif et il rencontre un grand succès. Il a bénéficié d'une belle couverture médiatique et j'en suis très contente parce qu'il contribue à faire voler en éclats beaucoup de préjugés et de stéréotypes qu'on peut avoir en France au sujet de votre communauté et la communauté rome. Le sous-titre du documentaire, c'est « Heureuse comme une Rome en France ». Est-ce que vous l'aimez, ce titre-là, Oui. Salkutsa ? Oui, et je suis heureuse d'être Rome et être habitée dans la France et de montrer aux gens que même si on est des Roms, et on peut être comme tous les gens, on peut vivre comme tous les gens, on est des humains. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être présenté comme un exemple d'intégration, comme un modèle ? Oui, Vous l'assumez, ce rôle ? oui, je l'assume, oui. Alors, Salkutsa, dans cette émission, on essaye de comprendre le parcours, la vie des femmes d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu en arrière. Vous avez grandi à Garla Mare, Oui, une petite ville qui est dans le sud-ouest de la Roumanie, au bord du Danube. C'était comment de grandir à Garla Mare ? c'était trop, trop beau, très joli avant. On était trop petits avant. C'était un peu la vie dure. C'était dur. C'était dur. Même avant, c'était dur. Mais j'avais mon père qui travaillait quand même dans l'agriculture. Et on n'a pas senti, nous, on était à l'école, les enfants, et j'ai entré, j'ai aidé ma mère, ma grand-mère. C'était bien, franchement, c'était bien. Mais petit à petit, c'est tout détruit après, les présidents, comme dans tous les pays. Hmm. Vos parents, ils vous ont transmis quelle éducation ? D'être fort, et d'être respectueuse, et d'avoir un travail, et de faire tout pour ses enfants. Hmm. Dans le film, on vous voit à un moment retourner à Garla Mare
pour les vacances, je crois. Ouais. Et on voit des voisines dans le village dire qu'elles sont bien contentes que la plupart des Roms aient quitté la ville. Est-ce que vous avez subi du racisme en tant qu'enfant Rom dans cette ville quand vous étiez petite? Oui. Et même comme vous avez vu dans les deux femmes quand ils parlent, même au jour d'aujourd'hui, ils n'arrêtent pas. Et nous, on a subi, surtout dans les écoles. Parce que moi, j'étais à l'école. On était comme des poupées dans les classes, juste pour passer l'heure, c'est tout. Mais être sorti au tableau, de poser une question, rien du tout. Ça veut dire qu'on s'adressait pas à vous, on vous Non. parlait pas en fait. Non. Sauf quand on faisait des bêtises ou quoi que ce soit, là, on était mal polis et on était punis. Et les enfants entre eux, ils étaient cruels parfois avec Si. vous? Ouais. Si. Ouais. Surtout, faut pas toucher mon fils, ton fils, il a fait ça, fais attention, vous êtes... Il disait que on peut, voilà, comme ici, en fin de compte, comme ils disent ici, les gens pour les Roms. En fait, je pense en fait que certaines auditrices ou auditeurs sont un peu confus. Moi, je l'étais avant de vraiment lire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la communauté Rome? Ce que ça veut dire Rome? À quel peuple vous appartenez? Parce que les gens, je crois qu'ils confondent Rome et Roumain, par exemple. Oui, c'est tout à fait, oui, c'est comme ici, les Gitans. C'est des Français, mais c'est une communauté des Roms. Comme les Français, c'est des Français et Gitans, Roms. Pareil, nous aussi. Nous, on est des Roms. Les Gitans ici, ils voyagent, mais nous, on ne voyage pas. Au pays, on a nos maisons, même si on a une chambre, nous, on ne voyage pas. Du coup, on est stable. Mais les Roms, là-bas, les Roumains, voilà, c'est comme depuis le début, ils en ont eu tout du travail. C'est comme ici les Français, ils ont un travail, ils ont des études, chacun a un travail, des études plus haut que les Roms, que les Gitans ici. Ouais. Pareil, nous aussi là-bas en Roumanie, nous on est mal vus. On n'était pas, voilà, mon père il a eu, parce que lui il a aimé depuis tout jeune, depuis 15 ans, quand il avait 15 ans, il a aimé travailler, il n'a pas voulu. Du coup, ils lui ont donné à l'agriculture, il était content pour ça. Il avait des terres à lui? Non, c'était des terres aux gens, mais lui, il travaillait. On lui avait donné un travail voilà, dans un domaine agricole. Voilà. Et c'était déjà une chance, c'est ça? Oui, c'était une chance. Ouais. Il y avait 4 ou 5, pas plus, que je ne monte pas à 6 ou 7 hommes qui travaillent que ça, de l'agriculture. Mais le reste... Travaillait pas? Non. Femme, aucun, jamais. Aucune femme, jamais, non. Aucune femme. Ouais. Aucune femme. Qui ici, ils ont la possibilité, je dis pas du mal par rapport les Gitans. Mais eux, ils ont la chance, ils peuvent travailler, mais c'est comme ça leur vie, d'aller se promener en caravane, de voyager. Mais nous, on n'aime pas ça. Ouais. Même si on est venu ici, nous, on voudrait, c'est ce que j'ai demandé pour moi, avoir, parce qu'avant, je savais pas c'était quoi un studio, mais ils étaient morts de rire, les filles, quand j'ai dit dans le film. Je voudrais avoir un appartement comme tout le monde, être avec mes enfants et avoir un travail. Parce qu'ici, je savais qu'on peut travailler. Mais là-bas, jamais. J'ai travaillé là-bas, dans les agricultures, mais faire un autre travail. Parce que je suis allée à l'école j'ai fait 8 classes. Après, j'ai laissé tomber. Jusqu'à 14 ans, c'est ça? Ouais. Pourquoi vous avez dû arrêter? Parce qu'on n'avait pas de chance. Ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien. Ouais. Je pouvais pas... qu'est-ce que je pouvais faire, même si je pouvais aller plus loin? Ouais. Rien du tout. Ouais. En fait, la communauté Rome, c'est une communauté sans territoire. C'est un peuple qui partage la même culture, qui a la même langue. Voilà. Mais vous n'avez pas de terre à vous, c'est ça? Oui. Vous êtes une Rome de Roumanie. Oui. Voilà. Ok. Que le président Ceausescu, c'est lui qui nous a gardés. Du coup, parce que je me rappelle plus, j'étais toute petite. J'attendais de mon grand-père qui parlait avec les personnes âgées, tout ça. Que le président, il y a quelqu'un d'autre qui voulait nous demander, c'était des Indiens, comme des films indiens. Ils voulaient nous récupérer. Le président, il a dit non. Ça, eux, ils vont rester ici. Je les donne à personne. Pour nous, les Roms. Mais je ne peux pas vous dire, pour vous mentir, c'est quoi la différence, ce qu'ils voulaient, eux, d'eux,
Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, nous, les Roms, on respecte les Roumains. Même s'ils ont besoin de quoi que ce soit aujourd'hui, ils se marient avec notre fille. Et quand je vois les deux mamies là, qui parlent dans le film, ça m'a énervé un peu. Ouais. Et j'ai dit, si Dieu le veut, l'année prochaine, je vais aller les voir quand je vais au pays. Ouais. Et je vais les dire deux choses en face. Ah ouais. Ah, je vais leur parler parce qu'ils habitent à côté. Chaque fois, là, ils sont fait le malin parce que les filles, Valérie, il était toute seule quand il a filmé. Il y avait personne avec elle. Et je les connais bien en plus. C'est vos voisines, quoi. Ma grand-mère, il les connaît depuis tout petite. Les deux mamies, là. Et quand je les vois parler, ils m'ont choquée. En plus, ils m'ont énervée quand je l'ai vu, le film. Ah ouais, elles ont vraiment l'air méchantes. Ah, mais... C'est les deux commères à la porte. Oh là là, ils reviennent pendant les vacances. Mais c'est la jalousie. Roms. C'est la jalousie. Eux, ici, ils ont des enfants. Et les gens, quand ils voient ici les Roumains, ils disent que c'est des Roms. Mais non. Chacun, il a la pièce d'identité, c'est marqué Roumanie. Mais c'est pas des Roms. Ouais. C'est pour ça les gens, ils confondent. Les gens se mélangent tout. Voilà. En fait, le mot Rome vient d'une langue qui s'appelle le romani, qui est la langue que tous les Roms du monde parlent. Oui. Et je pense que les gens, ils s'embrouillent parce que ça ressemble à Roumanie, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas que les Roms. Ils font des bêtises. Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas des bêtises, mais il y a des différences. Des différences. Notre fille, moi, les Roms, je ne crois pas que tu vois, je ne sais pas, 3 ou 4 filles qui se prostituent. Non, chez nous, c'est là hors de question. Chez nous, les femmes, on ne met pas de pantalon. Par respect, non. Que les filles, les autres roumaines, ils mettent des mini-jupes, ils s'habillent n'importe quoi. Même à la plage, t'as vu, dans le moment où j'étais dans une jupe. Ouais. Par respect, il y avait mon bon-frère avec moi. Non, on ne se déshabille pas. Ouais, dans le documentaire, on vous voit vous baigner dans le Danube, vous avez un t-shirt et une jupe, quoi. Vous n'êtes pas en maillot de bain. Non, parce que par respect, non. Par contre, vous portez un pantalon, là, et là, des baskets. Oui. En France, oui. Et depuis quand je suis ici, je me suis intégrée, j'ai dit non. Quand je vais aller me promener avec mes copines ou mes collègues entre des Roms, je mets une jupe. Mais quand je vais au travail ou je vais quelque part, je mets un pantalon. Même eux, ils savent, ils m'ont vu d'un pantalon, il n'y a pas de... Ça passe. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. En fait, j'ai lu quelques éléments sur votre ville natale, Gare-la-Marée. Donc, il y a 24% de Roms qui habitent à Gare-la-Marée. Et j'ai lu que la totalité de la communauté Rom de Gare-la-Marée avait été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous transmettait enfant? Est-ce que vous aviez conscience que vous apparteniez à un peuple qui avait été persécuté? Oui. Et même au jour d'aujourd'hui, l'année dernière, et ça fait depuis 4 ans, il y avait quelqu'un d'Allemagne qui sont venus voir les gens là-bas au pays. Depuis 3 ans, ils leur demandent leurs papiers parce qu'eux, ils ont le registre. Tous, ils sont enregistrés quand ils étaient apportés là-bas. Du coup, ils les ont trouvés. Ils sont venus voir là-bas au pays s'il y en a quelqu'un qui sont encore en vie. Ils ont cherché les familles, les descendants des déportés. Voilà, ouais. Et des personnes qui sont encore en vie pour les récompenser. 60 ans plus tard, quoi. Ouais. Il y en avait, je crois, chez nous, il y en avait 6 ou 7 qui étaient récompensés, même avec de l'argent et du l'or aussi, des monnaies en or. Pas beaucoup, mais un peu. Comme une réparation, en fait, parce que leurs ancêtres avaient été déportés. Non, il y avait des personnes carrément qui étaient là-bas. Il y en a qui ont 100 ans. Qui sont revenus. Qui sont encore qui ont travaillé et qui sont encore en vie. Ouais. Waouh. Il y avait des personnes qui étaient... J'ai vu, c'était horrible. Le cartouche, quand ils étaient... Il a traversé sa jambe, il a des trous depuis des années. J'ai jamais vu. Même j'ai posé la question à un médecin. Il dit comment ça c'est possible de vivre depuis des années, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, il est décédé l'année dernière. Il avait une balle dans la jambe depuis la guerre. Mais un trou, j'ai jamais vu. Juste depuis longtemps, il est juste, pour faire comme... Mais sa jambe, il était toujours là. Du coup, lui, il a beaucoup touché par rapport à ça. Et là, je crois que c'est son fils qui va hériter quelque chose ou pas. Si, ils en ont, même ma mère, parce que son grand-père, il était.
Du coup, il y avait personne, il n'y avait que elle qui portait le nom de son grand-père. Il a touché, je te dis pas, il a partagé avec son cousin 700 euros. Ils ont touché. Son grand-père, il est revenu? Ouais. Hmm. Et même là, j'ai vu, parce qu'il y en a encore 3 personnes qui sont encore en vie, il vient leur demander par rapport aux personnes, s'il les connaît, la personne là qui est encore en vie, il leur montre leur nom, leur prénom, des photos. Et si lui, il dit oui, si là, ils ont la famille, ils peuvent être récompensés. Wow. Hmm. Ça continue. Mais il y a des autres villages qui font, ils savent, ils n'ont pas ce nouvelle ça. Ouais. Moi, je voulais quand même rappeler que la France avait déporté aussi des tziganes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est très rarement écrit sur les monuments aux morts. Et il y a un film à ce sujet qui s'appelle Liberté de Tony Gatliff. Je voulais juste le signaler pour les auditrices et les éditeurs. Salkuta, j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous êtes devenue femme? Je suis devenue femme. Je suis née une fille, mais après mariage, je suis devenue une femme. Vous êtes mariée à quel âge? 15 ans. Et vous étiez amoureuse de votre mari, je crois. Oui, trop. C'était le premier. Vous vous rappelez de votre rencontre avec lui? C'était à l'école, parce qu'on était toutes les deux à l'école. Et moi, j'ai entré à 16h du collège. J'ai aidé un peu ma grand-mère, parce que ma mère, elle était malade. Et avec sa maladie, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Du coup, j'ai aidé ma grand-mère un peu. Et je partais parce que mon père, il avait un cheval. Et pour aller joindre mon père sur les champs, je mettais le cheval à une charrette et je partais voir les gens où ils travaillaient. De l'agriculture, ils ramassaient du maïs, et des pommes de terre, tout ça. Et moi, comme une maline, pour piquer un peu, du coup, j'ai allé là-bas et c'est comme ça que j'ai rencontré lui, ses parents aussi. Ils m'aimaient bien parce qu'ils voyaient que j'étais un peu maline. Je faisais tout. Et j'étais jeune, j'avais 13, 14 ans. Mais j'ai voulu ramasser pour cacher, pour ramener à la maison. Parce qu'on a, normalement, moi, j'avais pas le droit parce que je travaillais pas et tu devais travailler du matin, de 8h jusqu'à le soir à 20h. Mais moi, je faisais semblant que j'ai ramassé l'air pour pour le cheval. Et du coup, c'est comme ça que lui aussi, il est tombé amoureux de moi et on a continué. Mais vous l'avez perdu très jeune. Il venait juste d'avoir 25 ans. Hmm. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, il était né comme ça, malade. Il avait une maladie de naissance. Ouais, il est né avec cette maladie, mais ses parents, ils savaient pas. Ils étaient même pas au courant parce que même au jour de jour là, ça va un peu mieux. Les médecins, ils s'en dotaient un peu. Ils ont beaucoup, ils savent, mais ils n'ont pas les apparats, les trucs pour faire pour les gens, pour traiter les gens, les médecins là-bas au pays. Et avant, il n'y avait pas, surtout on était maltraités, on est mal vus. On avait demandé l'argent, ils demandaient pour un animal. Du coup, ses parents, ils ne savaient pas. Lui, après, quand j'ai eu mes 2 enfants, il est parti en Belgique. Et il a passé la douane en cachette. Il a pas, parce qu'on n'avait pas le droit. C'était avant la Révolution. Non, après la Révolution. Du coup, c'est là-bas il a senti, il faisait des malaises, tout ça, et il tombait dans les pommes. Et les gens, ils l'ont ramené à l'hôpital et ils l'ont dit que s'il se fait pas opérer avant 25 ans, il va mourir. Parce qu'il a eu une artère bouchée au cœur et au cerveau aussi. Du coup, le sang, il arrivait jusqu'au cerveau et après, il descendait, il fonctionnait pas sur son cerveau. Lui, comme il était tout seul, il a fait beaucoup de bêtises. Il n'a pas écouté, voilà, comme un homme tout seul. Moi, je n'étais pas avec lui. Après, il a fait en prison 1 an. Ils l'ont mis au pays. C'est là que moi, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Après ça, c'était trop tard.
Lui, il savait, il disait toujours à sa mère, je vais mourir jeune, je vais même pas avoir 25 ans, je vais mourir avant vous. Personne ne le croyait, hein. Mais lui, il était sûr, il était croyant et il savait. Et ça m'a fait mal parce que en restant avec lui à l'hôpital, j'étais enceinte, j'avais 5 mois. Et lui, il disait que c'était un garçon, que j'arrivais plus, quand je suis enceinte, je fume plus. Et lui, dès qu'il me voyait, parce que moi j'étais triste, j'ai pleuré beaucoup avec lui là-bas, je faisais semblant aller dehors aux toilettes, mais non. J'allais fumer un peu, vite fait. Et dès que j'arrivais, il me faisait signe parce qu'il parlait plus. De me sentir si j'ai fumé ou pas. Et la dernière chose qu'il m'a dit, il m'écrivait sur sa main le nom des enfants, il voulait aller voir les enfants. Il a pu les voir. Non, il n'a pas pu les voir parce qu'on était à l'hôpital, c'était loin. Et tous les gens, ils voulaient, mais lui, il voulait rentrer à la maison. Il voulait plus rester à l'hôpital. Parce que lui, il savait qu'il va mourir. Mais nous, juste, il m'a dit de l'habiller. Je l'ai habillé, mais dans sa tête, il croyait que je vais le ramener à la maison. Du coup, son frère, comme il habitait en Belgique, il est venu en avion. Il avait parlé avec un médecin là-bas pour le récupérer avec un hélicoptère au pays pour le ramener là-bas. Du coup, c'était trop tard. Il a pu voir l'hélicoptère en arrivant. Il a atterri, mais même pas 10 minutes. C'était trop tard. C'était trop tard, ouais. Il a résisté beaucoup. Les gens, ils ne le traitaient pas là-bas de sa maladie. Ils lui donnaient juste un calmant. Que lui, c'était le cerveau. Lui, il n'a pas dormi pendant 2 semaines. Parce que c'est le cerveau qui... lui, il voulait dormir, mais c'est... Du coup, il y a une assistante ils lui ont fait une piqûre pour dormir. Ça veut dire qu'ils ont obligé le cerveau pour dormir. Du coup, c'était ça là. C'était un infarctus fatal. Et c'est là dès qu'il a eu la piqûre, 10 minutes après, Et les médecins, ils ne savaient pas. Mais après, qu'est-ce on pourrait faire? C'était trop tard. Ils sont venus, ils ont mis le choc, mais... Trop tard. Trop tard, oui. Parce qu'on avait trouvé des médicaments qu'on pouvait l'injecter, qui pouvaient déboucher les veines au cœur et au cerveau aussi. Mais Ouais, il n'a pas été bien soigné, quoi. non, franchement, même au jour d'aujourd'hui, j'ai vu des gens à l'hôpital, parce que j'ai perdu ma mère. Ma mère, il a fait un infarctus parce qu'elle avait des problèmes au cœur. Mais j'ai vu mon père à l'hôpital, mais j'ai pété les plombs quand je suis allée. Infection totale. Pas les chambres nettoyées. Les toilettes, c'était franchement... les gens, quand ils vont là-bas, même si tu n'es pas malade, tu vas tomber malade, tu vas attraper des microbes, tout ça. Et parce que vous pensez que c'est parce qu'ils étaient roms, qu'ils n'étaient pas soignés correctement? C'était du racisme? C'était une façon Non. d'être maltraité ou c'est... Ça, il y a ça aussi, mais j'ai vu pour les autres gens aussi. C'est pareil. Il y a pas d'hygiène, il y a pas c'est ce que j'ai parce qu'avant j'avais travaillé avec Médecins du Monde et j'avais demandé d'aller là-bas avec eux au pays, Ouais, de faire quelque chose pour les hôpitaux, ouais. pour les centres. Vous avez rencontré Médecins du Monde en France, hein, quand vous êtes Oui, arrivé en oui. France, vous avez été en lien avec eux. D'ailleurs, c'est là que le documentaire a commencé. Oui, Parce que Anna et Valérie travaillaient avec Médecins Oui. du Monde et ont commencé à vous filmer parce que vous scolarisiez vos enfants et ils voulaient montrer l'exemple à la communauté rome. Enfin, je resitue un petit peu. oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on aille un jour là-bas pour leur ramener ce qu'il faut pour soigner les gens, pour leur montrer comment il faut. Parce que tu peux pas, surtout pour les femmes enceintes. Mon Dieu, c'était horrible. Et donc, vous vous êtes retrouvée, vous, au Salkutsa, toute seule, sans votre mari. Vous aviez quoi, 20 ans? Non, lui, il est né en 7 mars et moi, je suis née juillet. Du coup, 3 mois plus... La même année. On est les mêmes années, oui.
D'accord. J'avais pas 25 ans. Ok. Et vous aviez donc trois enfants, en fait, quand il est parti? Non, 2, parce que le troisième, quand j'étais enceinte, aujourd'hui, on l'a enterré. Et le lendemain, j'ai perdu le bébé. Moi aussi, j'étais en coma pendant 3 jours. Vous aviez perdu le bébé juste après Juste après, le l'enterrement de votre lendemain, mari. ouais, dès qu'on l'a enterré, le lendemain, j'ai perdu le bébé aussi. J'ai failli passer aussi, mais Dieu, il a eu pitié de moi. Il a pensé aux enfants et Mhm. Et donc, vous vous êtes retrouvée veuve, toute ouais. jeune, avec vos 2 enfants. Est-ce que ça vous a obligée à être plus forte, cette épreuve? Oui. Parce que je suis restée au pays. J'avais mon père, j'avais la famille là-bas, ses parents. Mais après des mois et des mois, je voyais que ses parents, ses frères, tous, ils faisaient pour eux. Moi, je pensais, je me suis dit, ils vont pas m'aider. J'ai 2 enfants. J'avais une petite maison avec 2 chambres. Mon père, il pouvait m'aider, mais pas jusqu'à la mort. J'ai dit, bon, je vais faire le tout possible pour me battre toute seule pour mes enfants. Je vais pas demander d'aide à ses parents, à ses frères, à rien du tout. Et je vais essayer de faire toute seule pour mon mieux, pour faire pour mes enfants. Du coup, après 1 an et demi, son frère, ce grand frère, qui habite en Belgique, il a demandé à quelqu'un de me faire une visa de 3 mois. Une Belge. Ils sont venus au pays. On est parti à Bucarest. Il m'a fait une visa de 3 mois. Mais j'avais pas le droit à rester beaucoup. Après 3 mois, je devais retourner au pays. Du coup, je me suis dit, bon, J'aimais pas beaucoup la Belgique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas aimé. Ça m'a pas plu. Ça vous a paru moins hospitalier que la France? Franchement, oui. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et j'ai attendu qu'il y avait des gens ici, qu'ils habitaient dans des caravanes. Bon, j'ai dit, je vais aller voir là-bas. Je vais rester, je vais me débrouiller toute seule. Je voulais pas dépendre des personnes. Mais vous avez vendu tout ce que vous aviez en Roumanie? Ouais, j'ai vendu Vous aviez la plus de maison. maison là-bas, vous aviez plus rien quand vous êtes parti? Non. Mm. Et du coup, c'est comme ça que je suis venue ici en France pour faire pour les enfants, parce que je sais qu'au pays, je pouvais pas arriver, j'avais pas de travail, je pouvais travailler aux gens, tu sais, dans l'agriculture avec la journée. Ils donnaient quoi? Même pas 3 euros dans la journée. C'était rien du tout. Ouais. Et comme ça, je dis, bon, je vais vendre et je vais partir pour faire la vie pour mes enfants, et Ouais. pour me débrouiller là-bas. En plus, vous me disiez, en Roumanie, dans la communauté rome, les femmes ne travaillent pas. Donc ça Non. devait être aussi compliqué pour vous de devoir vous assumer toute seule. Ouais. Mm. Alors, quand le documentaire commence, donc 8 avenue Lénine, on est en 2003, donc vous venez juste d'arriver en fait en Ouais. France. Vous êtes à Achères et c'est très poignant parce qu'on est tout de suite dans le feu de l'action. Vous vivez donc à l'époque sur un camp avec d'autres membres de votre communauté dans une caravane avec vos 2 enfants. On est en pleine période Sarkozy. Sarkozy vient de dire que les étrangers sans papier doivent être immédiatement expulsés de France. Et vous débarquez, on vous voit débarquer un soir à la mairie d'Achères et vous lancez l'alerte. Vous venez informer le maire, qui s'appelle alors Alain Outremont, qui est un élu communiste. Vous venez informer le maire et l'équipe municipale que le camp va être expulsé à tout moment, que vous avez vu la police passer. Et on sent que vous avez confiance en cette mairie et en cette équipe, alors que vous n'êtes là depuis pas très longtemps en réalité. Pourquoi vous aviez confiance en ces gens à Achères? Parce que j'ai senti leur cœur, franchement. En bout avant, quand je suis arrivée là-bas, c'était pendant le Noël, comme là, le mois prochain. Je voyais les enfants avec leurs parents c'était un centre, maison quartier, il s'appelle, qui sortaient avec des cadeaux. Puis je dis, bon, je vais ramener moi aussi mes enfants. Je parlais toute seule. Peut-être c'est une école, j'ai dit de ma tête. J'ai habillé les enfants et on est parti. Et du coup, c'était une maison quartier et les enfants qui travaillaient pas qui n'allaient pas le mercredi à l'école, ils faisaient leurs devoirs là-bas le mercredi.
Ils m'ont bien accueilli. Ils étaient contents de me voir parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de Roms là-bas. Et aucun des Roms, ils sont jamais venus. Moi, ça faisait pas longtemps que j'ai venu d'arriver. Il y a une dame qui me dit, comment ça se fait que tu viens d'arriver, on t'a jamais vu, et tu viens demander pour tes enfants à l'école. Je dis, bah moi, mais je parlais en roumain, franchement, c'était rigolo, je savais rien dire. Moi, je savais dire juste mettre mes enfants à l'école. Et c'est comme ça que la dame, elle a décidé de me ramener ce jour-là à la mairie, de voir le maire. Et il lui expliquait, il lui expliquait que je veux mettre mes enfants à l'école. Même le maire, il était choqué. Et il a appelé la maîtresse, Madeleine, qui s'appelle Denise Sherban. Il est venu et on a scolarisé les enfants. Et c'est là que j'ai vu qu'ils ont un bon cœur, qu'ils veulent aider les gens. C'est juste à nous de faire le pas. Ouais. Vous étiez la première maman de ce camp de Rome à avoir envie de mettre vos enfants à l'école. Ouais, parce que moi, je voulais pas ramener mes enfants faire la Manche. C'était dur aussi pour eux aussi. Mais je savais même, moi, je fais la Manche aussi. Hein. Mais mes enfants, ils étaient à l'école. Je n'ai pas ramené mes enfants avec moi. J'ai dit, c'est pas une vie pour ça. Après, dès que j'ai vu petit à petit que eux ils veulent m'aider, je les ai demandé, je veux apprendre le français. Je veux avoir un travail, je veux avoir des papiers. Ils m'ont dit que si je veux, oui, il n'y a pas de souci. C'est un personnage extraordinaire, l'institutrice de vos enfants, Denise Gerbin. Ben, même au jour d'aujourd'hui, là, il est à la retraite, ça fait presque 2 ans. Non, plus de 2 ans. Il va chez mon fils. Du fois que mon fils il est libre, il ramène le garçon chez elle à la maison. Le mercredi et samedi. Et ma fille aussi, il ramène sa grand-fille chez elle aussi pour les aider. Et franchement, c'est comme une mère pour nous. Ouais. Pendant tout le documentaire, on voit qu'elle joue un rôle très important pour votre famille. Ouais. Par exemple, le soir de l'expulsion, cette scène très violente qui ouvre le film, elle les prend chez elle. Et depuis ce jour-là, il a eu le diabète à cause de ça, de stress. Ah ouais. Il a eu cette maladie. Hein. Ouais. Il n'était jamais malade. Ouais. Et à cause du stress, qu'il a subi le stress par rapport aux enfants, parce qu'eux, ils me cherchaient, la police, ils me cherchait, et les enfants aussi. Et le lendemain, les enfants, ils étaient à l'école. Et eux, ils ont caché les enfants. Je ne sais pas où ils ont caché pour pas les récupérer. Parce que moi, j'étais pas là, j'étais cachée aussi. On voit des scènes qui sont extraordinaires. Alors en fait, il y a 2 documentaires. Hein. Il y a un documentaire qui s'appelle Caravane, qui est sorti en 2003 et qui parle vraiment de cette expulsion et des quelques mois qui ont suivi. C'est là qu'on découvre un peu votre personnage. Et ensuite, Anna et Valérie ont décidé de poursuivre, de continuer à vous filmer et de faire ce 2e documentaire qui est sorti tout récemment. Et on voit que c'est extraordinaire. Il y a la police qui débarque à l'école pour revenir chercher une petite fille dont les parents vont être déportés, ramenés à la frontière. Il y a vos enfants à côté, l'institutrice qui les met derrière elle en espérant qu'ils vont pas être repérés. Enfin, c'est des scènes c'était choquant. On a du mal à croire que c'est en France. Même pour dans les années 2000, pour les enfants en français, hein, c'était pour tous les enfants qui étaient à l'école, c'était choquant. Hein. La scène de l'expulsion, elle est vraiment d'une violence inouïe. Moi, je pouvais pas m'empêcher de pleurer en la regardant. On voit votre caravane être détruite entre les dents d'une grue et on voit dépasser une couverture. Et la couverture, on a vu vos enfants faire leurs devoirs dessus. Quelques minutes avant, dans le film, ça m'a retourné de voir cette scène. Et on voit votre visage vraiment choqué ce soir-là. Et vous n'avez plus jamais eu à vivre ça. Et même après ça, quand tous les gens de la mairie, ils nous ont mis dans une église, on s'est caché plusieurs personnes. Ils ont posé la question. Et les autres gens, ils voulaient faire des caravanes et un terrain avec des caravanes. J'ai dit jamais, plus jamais, je vais plus vivre dans une caravane sur un terrain. Et là, je me suis énervée parce qu'il y avait quelqu'un qui était d'accord avec les Roms. Je lui ai dit, toi, tu peux me poser, je te pose la question. Toi, tu as une maison, tu as 2 filles. Tu as une maison, tu as des voitures, tu as tout, tu as un travail. Pourquoi moi, je ne veux pas avoir ça pour mes enfants? Et le ancien maire qui était à la retraite, c'est là qu'il était choqué. Je lui ai dit non, je veux pas. Je veux plus avoir une caravane. Je veux une vie comme tout le monde. Si
vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les autres gens, mais moi, je vais vivre une semaine devant ta porte, une semaine chez l'autre, mais je ne vais plus aller nulle part. Et c'est là que quelqu'un, c'était le secrétaire de Alain Autrement, il me pose la question, mais pourquoi tu vas ailleurs, en Belgique, en Italie? Je dis, mais j'aime pas, c'est ici. Vous êtes ma famille ici. Ils ont commencé à pleurer et c'est là qu'ils ont décidé de se battre pour les enfants qui sont scolarisés. Ouais. Et c'est là que ça a commencé la bataille jusqu'en 2005. Ouais. En fait, donc il y a 3 familles, hein, dont les Ouais. enfants étaient scolarisés dans ce camp, qui ont été, il y a une sorte de programme qui a été monté pour vous par la mairie d'Achères. Ouais. On vous a donné un terrain légal et petit à petit, on vous a trouvé un travail et vous avez pu obtenir vos papiers, Moi, en ils se sont 2005. battus jusqu'en 2005. Ouais. Je me rappelle comment le préfet, ils ont eu, parce qu'on a Jacques Chirac, ils ont eu le film, je crois, Ouais. Caravane 55. Ouais. Du coup, ils ont envoyé le sous-préfet où j'habitais dans la caravane, sur le terrain là-bas. J'ai été choquée, j'avais peur aussi. Parce qu'en fait, c'était une bataille entre la mairie et la préfecture. Ouais. La mairie communiste voulait vous protéger. D'ailleurs, on voit tous les Ouais. habitants qui font une Ouais, chaîne ouais, humaine pour vous protéger. Mais la préfecture voulait appliquer les ordres Ouais. de Nicolas Sarkozy et vous expulser à tout prix. Voilà. Après, quelqu'un d'autre de la préfecture, ils ont eu le film, ils ont décidé de venir me voir carrément sur place, de voir si c'est la vérité. J'ai pas de mari et j'ai 2 enfants scolarisés. Ils sont venus et en même temps qu'eux ils ont entré sur le petit terrain, les enfants sont entrés de l'école. Et je les ai donné les papiers de mon mari, le certificat de décès. Ils ont vu. Ils avaient tous les 2 diplômes, comme quoi j'avais fait 2 ans de cours de français. Et ils ont vu que voilà, j'étais en règle et que je veux me battre pour être comme une personne, pour avoir un travail et une maison. Et le lendemain, j'ai eu une convocation pour aller à la préfecture. J'ai eu ma carte de séjour. Non, pardon, j'ai eu sur mon passeport. Un tampon qui vous autorisait à rester légalement. Voilà, et puis je pouvais même travailler. Et le lendemain, j'ai trouvé un travail, j'ai commencé le travail tout de suite. Et vous avez eu votre maison ensuite. Oui, après, même pas une semaine, eux, ils étaient déjà les gens qui travaillaient, qui étaient à la mairie, Secours catholique, Secours populaire, franchement, je peux pas les oublier. Tous les gens qui m'ont aidé. Chacun, depuis des années, depuis quand ils m'ont mis dans le terrain là-bas, chacun, il mettait quelque chose par mois dans une petite boîte pour quand je vais déménager, que j'ai des meubles, que j'ai des trucs, tout. Du coup, ils faisaient tout en cachet. Même le maire, c'était un petit bâtiment que c'était pour les maîtresses. Du coup, ils ont décidé de me mettre là-bas avec les maîtresses. Les maîtresses, ils étaient d'accord aussi. C'était le petit bâtiment pour la mairie. Et ils m'ont fait la surprise un samedi parce que je travaillais pas. Ils m'ont dit, on a quelque chose à te montrer. Ils m'ont ramené là-bas et franchement, c'était le plus bon jour de ma vie. C'est vrai que ce documentaire, il fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a de la solidarité aussi. On a tendance à beaucoup parler du racisme qui existe malheureusement et qui est très violent en France. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Français qui sont Ils ont de cœur. généreux. Non, et qui ça, ont j'ai du cœur. jamais dit qu'il n'y a pas des gens qui ont des Français qui. Non. Il y a Ouais. des personnes qui ont des bons cœurs, même au jour d'aujourd'hui. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Et pour les Roms, il n'y a pas que pour moi. La solidarité qu'il y avait ce soir-là quand il y a la police, Ouais. je n'oublie jamais. Mm. Et c'est ce que j'ai dit. Hein. Et j'ai continué de dire qu'aucun village de nulle part, je n'ai pas vu ce que les gens à Cherville, ils ont fait pour les Roms. Je voulais quand même donner un petit chiffre parce qu'en 2003, donc au moment de cette expulsion, il y a eu 2000 expulsions de Roms sur des terrains illégaux. En 2017, c'est 11 000. C'est plus 16% de plus, 12% de plus qu'en 2016. Amnesty International a dénoncé les expulsions des campements roms parce qu'ils représentent une situation désastreuse pour les demandeurs d'asile. Voilà, je voulais le préciser, la France n'est vraiment pas exemplaire sur ce terrain-là. Je voudrais qu'on parle un peu de votre fille. Comment elle va, Denisa? Il est même pas au courant. En plus, j'ai oublié de l'appeler. Ah, vous l'appellerez en sortant. Parce qu'il voulait. Oui, il va bien, tout va bien. Là, il espère bientôt parce que là, il allait le petit. Il voulait arrêter parce qu'il veut qu'il prend son travail.
Mais ils vont bien, ils ramènent les petites à l'école. Tout va bien. On assiste à son mariage dans le film, c'est un moment qui est très émouvant. Ouais, On voit ouais. le maire qui la marie après toutes ces aventures qu'on a vécues avec vous. Ouais, c'est franchement, c'est comme une famille. Mhm. Et au moment de son mariage, on assiste à un moment qui, moi, m'a un peu interpellée. On voit deux jeunes garçons qui expliquent que dans la communauté rome, c'est très important qu'une femme soit vierge pour se marier, alors que les garçons, c'est pas très grave. Ouais, voilà, c'est ça le problème. On est d'accord qu'il y a un problème. Oui, c'est vrai, ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est chez nous, le respect d'une femme, ouais. Le respect de sa famille, Mm. de elle-même aussi. C'était comme ça que moi, voilà, quand je suis grandie, ma grand-mère, elle m'expliquait tout ça. Faut que tu laisses pas les garçons te toucher. Du là en haut, oui. Mais de là en bas, faut pas te les laisser toucher. Mais je dis, mais mamie, pourquoi? T'as pas le droit. Tu dois être vierge quand tu vas te marier. C'est le respect de ton père, ta famille et ton respect à toi aussi. Et j'ai dit à ma grand-mère, pourquoi les garçons? Mais les garçons, c'est des garçons, ma fille. Les garçons, ils portent un chapeau, ils tombent, ils donnent un petit coup, ça y est, il est secoué son chapeau. Mais une fille, c'est une femme. Il doit avoir le respect. Il me disait parce que dans la Bible, c'est la femme qui l'a péché. Il a mis l'homme, il l'a ramené petit à petit de faire le péché. C'est la femme qui. Et depuis, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la tête, les personnes âgées, d'avoir plus de respect, les femmes, Ouais, contre les hommes. ouais. Mais vous disiez tout à l'heure qu'en France, vous pouviez mettre des pantalons alors qu'en Roumanie, vous ne pouviez pas le faire, que vous aviez plus de liberté en tant que femme. Est-ce que c'est pas dommage que, par exemple, votre fille qui a grandi en France, elle soit encore soumise à cette tradition-là alors qu'elle vit en France Et en France, il peut le mettre. Hein, au travail, il le mettait. Hein. Mais je parle du mariage, c'est aussi une tradition qui est... Non, franchement, même là, quand il est marié avec son mari, parce que quand il a commencé son travail, même son bon-père, il lui a dit, tu peux mettre une pantalon, tu peux pas aller travailler avec une jupe. Surtout, elle, son travail, c'était mettre les shampoings dans les rayons, dans des caisses, il partait dans des boutiques. Là, il fallait aller vite. Ouais. Tu peux pas travailler avec une jupe, ça t'empêche. Non, il a dit non, non, non. Même son bon-père, il lui a dit, tu t'habilles, je m'en fous des gens. Tu t'habilles, tu mets une pantalon et tu vas au travail. Mais elle a quand même dû se marier très jeune. Il avait 19 ans, ouais. Ah, 19 ans, c'est pas si jeune. Non, non, il C'est avait déjà 19 pas ans mal. quand il s'est marié, non. Ouais. Non. Et maintenant, franchement, c'est pas comme aujourd'hui. Ils m'ont écouté, franchement, non. Ils vous ont écouté. Ouais. Non, il avait 19 ans quand il s'est marié. Elle a fait des études jusqu'au bout, en plus. Ouais, ouais. C'est super. Mm. Et on entend votre fils aussi qui dit qu'il était obligé de se marier. Il est presque un peu genre, oui, bah, j'étais obligée de me Mais marier. franchement, c'est marrant. T'as vu la mentalité des garçons? Ouais, ouais. Il dit, il fallait que j'ai une femme et des enfants, sinon mes copains, ils se seraient moqués de moi. Oui. Mm. Mais c'est ce que moi, j'ai dit. Même non, lui aussi, il m'a écouté. Hein. Franchement, il n'a pas fait des... C'est que je vois au jour d'aujourd'hui des filles de 12 à 13 ans. À 14 ans, déjà, ils sont mariés. Moi, je dis, c'est pas leur faute. Hein. Non. C'est la faute des parents. Ouais. Mm. C'est la faute des parents. Tu peux pas laisser un enfant. Lui, il a rien dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux qu'un enfant de son ventre, quand il sort, il est né, il a rien dans son tête aussi, le petit. Ouais. Il a pas la mentalité, il a rien de la tête. C'est pas la faute des enfants. Moi, je dis, c'est pas la faute des enfants. Mm. C'est dommage, mais... Il y a une autre réalité. J'ai lu un article qui m'a beaucoup choquée sur les statistiques de grossesse et de contraception chez les femmes, les jeunes femmes roms. Vraiment, les chiffres sont très, très angoissants. Il y a uniquement 8% des femmes enceintes qui sont suivies par un médecin. Il y en a 1 sur 10 seulement qui utilisent un moyen de contraception. Il y a 43% des femmes qui ont déjà avorté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grossesses non désirées. Et je voulais vous demander, Salkutsa, est-ce que les femmes roms s'entendent bien avec leur utérus? Est-ce qu'elles savent bien protéger leur ventre et connaître leur corps? Il y en a qui
qui savent, il y en a qui savent pas. Vous avez su. Oui, parce que moi j'ai eu une grand-mère, ma grand-mère de mon père, il habitait comme ici à Paris. Et comme on dit, que moi j'habite à Cher. C'est un petit village, c'est comme à la campagne. Du coup, ma grand-mère, il était plus mentalité, il savait plus, il était suivi par des... Eux, ils ont travaillé, mes parents, de côté de mon père, depuis toute jeune. Et eux, ils étaient un peu, pas comme les Roms. C'est des Roms, mais ils étaient un peu comme les Roumains. Du coup, ils m'ont bien expliqué tout ça. Ma mère aussi, il était suivi par des médecins parce qu'il n'avait pas le droit de faire des enfants du tout, du tout. Du coup, il était suivi depuis toute jeune, quand il s'est marié par rapport aux médecins. Et on savait, oui, on savait que c'est très important d'avoir un gynéco, d'être suivi Ouais. par rapport aux contacts sexuels avec... même quand tu es jeune, avant de te marier, tu dois mettre un préservatif, tout ça. Mais ça, c'est un privilège que vous avez eu que beaucoup de femmes de votre communauté n'ont pas. Non. Ouais. Elle avait l'air super, votre grand-mère. Ah ouais, ouais. Et même au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont ici en France. Plutôt, et j'ai posé la question, surtout, va voir t'as vu un gynéco depuis quand tu es là. Je dis, mais vous êtes... Ça m'a choquée. Je dis, mais c'est trop important. Là, vous voyez pas la télé qu'ils disent, même pour les jeunes filles, d'aller faire des examens pour les seins, d'avoir... et surtout pour une femme, que tu as eu des enfants déjà, c'est vite fait, la maladie du cancer, tout ça. Mhm. Faut voir un gynéco, faut voir le dentiste, c'est plus important. Là, tu as le droit de faire tous tes examens gratuits pour toutes les maladies, n'importe quelle maladie. Et là, c'est vrai, ils étaient choqués. Et là, ils ont commencé petit à petit Parce que ma fille aussi, il a parlé avec ses collègues. Il les a expliqués, ils savent que c'est plus comme... C'est pas comme au pays. Ouais. Ici, on peut être soigné correctement. Ouais. Ouais. Il y a un moment dans le documentaire, un autre moment qui m'a mis les larmes aux yeux. On voit votre belle-fille, la femme de votre fils. Elle est dans une salle d'attente avec son médecin, avec son enfant, chez un médecin. Alors, on voit pas cette scène, mais elle est racontée. Vous avez l'air un peu triste que je vous parle de ça, mais c'est un moment Mm. que je trouve vraiment choquant, en fait. Donc, elle raconte que son enfant pleurait parce qu'il était malade, il avait de la fièvre. Elle l'a emmené chez le médecin pour qu'il soit soigné. Et à un moment donné, c'est un petit enfant qui a 1 an, il tombe, il se cogne. Et d'un seul coup, quelqu'un dans la salle d'attente se lève, la montre du doigt en la désignant comme maltraitant son enfant. Et c'est complètement surréaliste. On lui enlève le bébé. Et pendant, je crois, 2 jours, ou même plus, Non, c'est 2 semaines. 2 semaines. Pendant 2 semaines, on retient son bébé de 1 an, loin d'elle, parce qu'on la soupçonne de mauvais traitements. Et la c'est- petite de 10 jours. Et la petite de 10 jours. C'est délirant. Et c'est une toute jeune femme, toute douce. Enfin, je n'ai même pas besoin de le dire, mais on voit très bien qu'elle s'occupe de ses enfants avec amour. Et d'un seul coup, enfin, c'est du pur racisme, ça, on est Ouais. d'accord, celle de ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je me suis... Le soir, là, quand les flics ils sont venus, et les assistantes sociales, le soir, là, en plus, c'est elle qui les a ramenés jusqu'à à la maison. Parce qu'ils ne savaient pas où il habite. Quand je les ai vus entrer, j'étais sûre, parce que mon mari, il était au travail, mon fils au travail, j'étais sûre et certain que pour elle, quelque chose, il a fait, mais elle, ses parents doutaient du tout. Le grand, il était dans le salon avec moi, les 2 petits, ils dormaient. Il était parti à la pharmacie chercher les médicaments pour les petits. Quand ils ont commencé à fouiller, mais j'ai vu qu'ils sont entrés de la cuisine. Qu'est-ce que ça a à voir? Ils sont venus pour les enfants. Qu'est-ce que ça peut avoir? Fouiller dans la cuisine, dans les placards où il y a la vaisselle, et dans des sacs, s'il te plaît. Ils sont venus faire une perquisition chez vous pour vérifier qu'il n'y avait pas de mauvais traitement en fait, contre les enfants, c'est ça? Oui. Chez nous, on fait du pain, comme au pays. Et j'avais fait du pain et j'avais mis dans un sac protégé. Je te le jure que j'oublie jamais. Même mon mari, il avait fait des photos. Ils ont versé les sacs, mais tu sais, par terre, le pain, tout.
bordel sur les lits. Mais j'ai dit, mais à la fin, je me suis énervée, j'ai crié sur eux. Mais là-bas, j'ai dit, merde, mais vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans les placards? Expliquez-moi, dites-moi. En plus, je dis, vous êtes entrés, vous vous êtes même pas présentés, je ne sais pas si vous êtes flic. Et vous êtes quoi, vous, les deux femmes là? Comment je sais moi que il y a, en genre d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnages, même des flics, hein, ils peuvent s'habiller, ils peuvent faire des papiers, une carte de flic, hein. Bien sûr. N'importe quoi, Ouais. on pouvait. Moi, je vous laisse à rien toucher. Et là, ma belle-fille, elle a commencé à pleurer, à crier. La pauvre, c'est tellement dur les images où on la voit sans son bébé, enfin ses deux bébés. Oh là là, quelle horreur. Là, je me suis battue. Après, le moment qu'eux, ils voulaient sortir, je les ai dit, laissez-moi habiller les enfants, les petits. Le grand, il criait, parlait, il comprenait français. Il m'a dit, Mommy, je veux pas partir avec eux, je veux rester avec toi. En sortant du bâtiment, mon fils et mon mari, il était dans le parking, il venait juste d'entrer du travail. Je te jure que c'était la pire journée. Je savais plus quoi, avec qui me battre pour les tenir, parce que eux deux, ils ont vu que le petit, il pleurait. Il disait papa, criait sur Ouais, son ils avaient père. peur qu'on emmène aussi, bien sûr. Ouais. Je me battais pieds nus. J'avais juste, je sais pas, le pyjama j'avais sur moi. Je me battais avec mon fils et mon mari de leur expliquer. J'ai dit laissez-les parce que c'est leur travail. Voilà, après on va voir des explications. Ils disent mais maman, on sait pas pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont rien dit. Même pas un papier, rien du tout. C'est incroyable, quel manque de respect. 3 jours parce qu'ils sont pris vendredi, samedi, dimanche. Jusqu'à lundi. On a eu des nouvelles lundi matin. Et grâce, parce que j'ai appelé les avocats, Ouais. il y a les filles du travail, il y a la mairie qui sont. Les personnes qui je connais, ils ont appelé partout. Et on a appelé carrément au tribunal. Je dis, mais vous imaginez une petite fille de 10 jours, il est allaité au sein, il n'est pas allaité depuis 3 jours. Et là, le préfet, il a dit qu'il n'a pas autorisé l'enlèvement de petits, qu'il devait ramener la maman avec la petite de 10 jours. Du coup, la police, les deux nanas, là, ils ont fait, voilà, c'est une roumaine, on s'en fout. Et ils l'ont enfermée dans une chambre, ils l'ont carrément poussée. C'est là que je me suis énervée et j'ai attrapé les deux nanas et je les poussées aussi contre le mur. J'ai dit, tu la touches pas, il t'a rien fait. C'est ses enfants, tu fais quoi à sa place? Faut pas penser qu'on est des Roumains, qu'on vous laisse prendre nos enfants, non. Parce que moi, je suis plus adulte et moi, je comprends. Elle, c'est une jeune fille. C'est normal qu'il agit comme ça. Oh, mais pourquoi il crie? Mais vous êtes malade, vous? On lui a enlevé ses 2 enfants, quoi, ses 2 bébés, son bébé de 10 jours. Pourquoi elle crie? Non mais... Mais c'était incroyable. Et là, c'est les voisins qui sont sortis du bâtiment. De l'autre bâtiment côté, et heureusement que je te jure que je n'oublie jamais. La police, comment ils ont couru, à quelle vitesse ils sont partis en voiture, mais ils ont eu peur parce qu'il y avait des Marocains, des Syriens. Ah là, c'était, je te le jure, qu'ils ont eu la chance qu'ils sont partis. Sinon, s'ils avaient attrapé, ils ne partaient pas avec les enfants. Hein. Tous les voisins, ils sont sortis, les gens, les copains de mon fils. C'était incroyable. Après, j'ai crié, j'ai pleuré dans la cour, laisse tomber. Il y avait les gens qui sont venus, ils ne savaient plus quoi faire. Mais c'était trop tard. Mais grâce à Dieu, faut pas, c'est ce que j'ai dit dans le film, faut pas croire qu'on est des Roumains, qu'on ne connaît pas nos droits. Ouais, bah vous les connaissez en tout cas. Vous, on vous voit, je trouve un avocat, aller chercher de l'aide auprès des associations. Vous avez remué ciel et terre pour arranger la situation, mais parce que vous avez de la chance. Ouais. Vous parlez super bien français, vous avez des amis, des alliés, une intelligence qui fait que vous arrivez à mobiliser tout ça, mais quelqu'un qui n'aurait pas la même chance que vous, Oui, c'est vrai. qu'est-ce qui lui serait arrivé à Il y a ces des pauvres gens qui enfants en ont, ça fait 3 ans, ils les ont eu il y a 6 mois, les enfants. Depuis 2 ans et demi, leurs enfants, des gens de caravane où ma fille elle habitait sur le terrain, et ces 3 enfants, ils étaient enlevés pendant 12 ans et demi. Et je les ai dit, je l'ai expliqué, parce qu'il est venu après me voir chez ma fille. Je l'ai trouvé chez ma fille un jour. Il demandait d'aide à ma fille. Et j'ai demandé le numéro de téléphone au avocat, que les personnes qui s'occupent d'elle. Et je les ai appelés, j'ai parlé et je les ai expliqué. J'ai dit, carrément, vous foutez rien du tout. Vous savez demander l'argent.
Mais à la fin, vous faites rien. Vous voyez que les voisins où ils habitent dans le logement, ils se foutent, eux, ils appellent les flics. Je peux faire tout ce que je veux dans ma maison avec ma femme, tant que je te dérange pas. Pourquoi ils appellent les flics? Ils ont ramené son mari à la garde à vue, ils disent qu'il est malade, qu'il est fou, les flics. Ils se prennent pour qui? Vous, eux, ils vous payent. À l'heure en plus que vous êtes avocat, et vous faites rien, ça fait 12 ans et demi que ces enfants ils sont élevés. Il les voit, je sais pas combien deux fois dans le mois. Ils sont grandissent là-bas, ces enfants. Oui, madame, je dis non. Moi aussi, j'ai eu ça avec mes petits-enfants. Et dans 2 semaines, j'ai récupéré mes petits. La dame, il frappe pas ses enfants. Ah oui, qu'il a fait la manche, c'est pour ça. Mais vous prenez pour qui? Vous croyez où? Mm. Après 3 mois, ils sont passés au tribunal. Ma fille s'est présentée comme traductrice pour la famille. Parce que je lui ai dit, il faut pas, parce que l'avocat, et eux, ils comprennent pas français. Il dit tout ce qu'il veut. Je dis non, il faut que tu t'ailles. Parce que moi, je travaille, je pouvais pas me présenter. Tu vas au tribunal, tu te présentes de leur part. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. J'ai appelé quelqu'un d'autre, l'avocat, qui a parlé avec l'autre, d'autoriser ma fille d'aller. Du coup, même le juge, il était d'accord. Parce qu'il a dit, eux, ils ne comprennent pas. Et l'avocat, il peut dire, même s'il y a un roumain, il peut dire tout ce qu'il veut en français. Et là, ils ont gagné, ils ont récupéré leurs 3 enfants aussi. Grâce à vous. Ouais. Bravo, celle que de ça. Franchement, vous bougez pour votre communauté. D'ailleurs, vous êtes militante syndicale. On voit ça dans le film aussi. Alors là, c'est vraiment... Ouais. Et là, j'ai vu à la télé, parce que là, ce qu'ils font là, le CGT à Paris, là, comme ils partent pour le président, c'est... Ouais. Ouais. Mm. Parce que donc vous êtes, vous faites un travail qui est quand même, plusieurs travails d'ailleurs qui sont durs. Vous travaillez à l'école municipale d'Achères, je crois. Ouais. Vous faites la cantine et puis le ménage dans l'école. Vous avez aussi cumulé beaucoup d'emplois. Vous avez travaillé dans les maraîchers, par exemple. C'est des travaux qui sont épuisants pour le corps. Votre santé, ça va bien? Un peu. Ça va un peu dur, mais à la fin, ça accumule tout le stress, Ouais. Et c'est en travaillant que vous avez rencontré les délégués de la CGT qui Oui, vous c'est ont au donné... travail, ouais. Parce que je travaillais depuis 2008 à la ville d'Achères. Et j'ai jamais dit non, n'importe quel poste, ils me changeaient, quel continue, jamais. Et à la fin, je voyais qu'il y avait des filles qui venaient juste d'arriver, ils passaient titulaires. Ils ont eu un poste fixe, ils faisaient pas de ménage. Après, je me suis énervée. Et là, quand il a changé le maire, ancien maire à la Honte-Main, il a perdu, il y a le nouveau maire là. Un maire de droite. Ouais. Il voulait virer tous les gens. Ils s'en foutaient pour les gens qui sont là depuis 5, 6 ans ou 8 ans. Lui, il voulait faire économiser avec nous. Et il voulait mettre privé, la cantine privée. Du coup, on s'est décidé de faire grève et de se montrer qu'on n'est pas d'accord. Du coup, même les filles ils étaient plus anciens que nous, qui sont titulaires, qui ont leur poste fixe, ils étaient d'accord avec nous, ils nous ont soutenus jusqu'au bout, tout le temps. Et on a commencé à leur montrer que voilà, on est là, on est à la cantine, mais les enfants, ils pouvaient venir, mais il n'y avait pas de repas, personne qui servait. On a fait des jours, et du coup, le maire, moi j'avais ramené des journalistes et des collègues aussi. Du coup, il me posait la question à tout le monde, sans faire exprès. Et j'ai pris le micro, j'ai crié, et voilà, j'ai demandé qui vient nous expliquer pourquoi. C'est quoi le problème? Après ça, il a demandé un délégué de CGT de venir le parler, voilà. Et après, ils ont décidé d'arrêter. Qu'on va pas être viré, tout ça. Et c'était pas question par rapport au contrat, encore des contrats d'1 an ou 6 mois. Et les filles, je crois qu'ils ont demandé à Anna et Valérie, par rapport à moi, d'être filmées au travail. Et lui, parce que je peux pas dire de gros mots, comme il n'a pas réfléchi un peu. Cette fille,
Il travaille depuis des années à la ville d'Achir. En plus, ils lui ont bien expliqué, même les gens de la mairie, parce qu'ils me connaissent tous, que je sois filmée à la cantine le matin à l'école quand je fais le ménage. Après, encore après 6 ou 7 mois, de me virer encore. Alors là, je me suis énervée et c'était hors de question. Là, je suis allée les voir et je les ai dit, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, tu peux pas me virer. Tu dois me donner la preuve pourquoi. Vous êtes encore en train de vous battre pour garder votre travail aujourd'hui, en fait. Là, non. Là, ça va. Là, ça va, j'ai signé mon contrat, tout va bien parce que je dis stop, c'est bon. Ah, c'est pas possible. Hein. Mais Non. qu'est-ce que vous avez dû vous battre? Ça le coûte ça, c'est jamais simple, quoi. Ah non, mais franchement, c'est horrible. C'est horrible. Incroyable. Puis ça correspond, on voit d'ailleurs dans le documentaire la mairie d'Achères. Achères, c'est une ville incroyable. Hein. J'ai fait des recherches sur cette ville. C'est la première ville qui a eu une femme maire en France. Ouais. Je trouve ça génial. Et ça a été donc pendant très longtemps une mairie communiste. Et on voit à un moment donné les élections, le basculement à droite. Et ça correspond aussi à un rejet de plus en plus fort de la communauté rome en France. Il y a un chiffre que je trouve dur. En 2013, 87% de la population considère les Roms comme un groupe à part. Et c'est 21% de plus qu'en 2011. Et en 2013, c'est aussi l'année où Manuel Valls, qui était alors Premier ministre, a dit « Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'intégrer là-bas ». Vous avez quelque chose à répondre à Manuel Valls? Là, c'était... la preuve, c'est pas que dans ton pays, c'est intégré. N'importe où, tu peux t'intégrer. C'est l'exemple. C'est ce que j'ai dit quand, il y a 2 semaines, on a passé le film à Paris. Les gens posaient pareil des questions. Il y a des Français, il y a des Arabes, des Noirs, de tous les pays, chez nous au pays, en Roumanie. Eux ici sont intégrés chez nous au pays. Il n'y a pas de racisme. Nous, on est contents de les recevoir, de les aider, de leur montrer aussi le chemin parce qu'ils se sont intégrés, ils habitent là-bas, ils veulent travailler là-bas, tout. Ils se sont mariés avec des Roumains, des Roumaines. Non, tu peux t'intégrer dans n'importe quel pays si tu as la volonté. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que chez nous. En plus, il faut qu'ils arrêtent parce que n'importe quel pays, tous les humains de cette terre entière, on est une famille. C'est tout parce qu'on parle pas la même langue. Mais une famille. Il n'y a qu'un homme, une femme qui est née qui sont faits sur cette terre. Eux deux, ils ont fait construire tout. Mais qu'on s'intègre chez nous. Chez nous, on était intégrés et on connaît nos coutumes là-bas au pays. On connaît la loi. On sait ce que c'est la loi, que c'est du racisme. Je ne peux pas aller voir le maire n'importe comment et lui demander de aide. Comme ici. Non. On peut s'intégrer de n'importe quelle ville. Si on a la volonté, si on veut bien aussi. Ouais. C'est pas acceptable de stigmatiser une communauté en particulier comme il l'a fait. D'ailleurs, il a été attaqué en justice. Malheureusement, les associations ont été bien déboutées, fait pour mais elle. voilà, J'espère qu'il va tenir leçon par rapport à ça. Ouais. Vous avez aujourd'hui un appartement, donc le 8 avenue Lénine à Achères, c'est le titre du film. Mais est-ce que vous avez un endroit où vous êtes dans votre chambre à vous, ça le coûte ça? Un endroit où vous avez du temps pour vous reposer, pour réfléchir, pour vous occuper de vous? Si, j'ai Vous ma l'avez? chambre à moi. Là, les enfants, ils sont plus chez moi. Chacun son appartement, ils ont déménagé. Et là, j'ai une chambre même libre. Je peux me reposer toute seule, il n'y a pas de souci. Je viens du travail. Là, je suis tranquille. Et je suis contente aussi pour eux. Ça vous fait penser à quoi si je vous dis la poudre? C'est bien réussi? Ça vous fait penser à ça? Ouais, Ok. Merci beaucoup, ça le coûte ça. je vous en prie. C'est un grand plaisir. Moi-même aussi, de vous répondre. Merci à Salkutsa Filan d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes,
elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.